Je suis Julie-Émile Fabre, je suis artiste-auteur, critique d'art, commissaire d'exposition indépendante. Et cette année, j'étais en train de travailler, enfin l'année dernière, en 2024, sur un projet de livre autour des questions de domination masculine, de violence intrafamiliale. Et en septembre, quand je me rends compte qu'il y a le procès Mazan, au tribunal d'Avignon, que le procès dit des viols de Mazan s'ouvre, j'ai du temps, un peu de disponibilité. Le sujet me passionne et vient percuter en fait ce travail que j'étais déjà en train de mener indépendamment. Et alors à ce moment-là, j'appelle le tribunal pour savoir comment on fait pour venir assister au procès puisqu'il est public. Et donc tout simplement se présenter tôt le matin et venir assister à l'audience. Donc j'ai commencé par assister pendant 2 jours à l'audience. En tant que public, dans la salle de retransmission. J'ai pris des notes, je me suis un peu imprégnée de ce qu'était ce procès, comment fonctionne une cour criminelle, etc. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort et de très, très important et qui m'a donné vraiment envie de m'y engager davantage. Étant donné que j'ai une carte de presse en tant que critique et que je dessine, j'ai demandé au parquet si je pouvais avoir une accréditation, ce qu'ils m'ont fait assez rapidement. Étant donné qu'on ne peut pas prendre d'images dans une cour, le dessin devient un moyen de traduction en fait, de ce qui se passe, de retransmission extrêmement important. Et ce travail qu'on a à faire quelque part, c'est vraiment pour moi, c'est du dessin d'observation au sens où l'idée c'est de capter sur le vif. Vraiment, c'est pour ça que c'est du croquis. Capter sur le vif des attitudes, des échanges verbaux, des émotions, des moments de présence dans l'espace, par exemple, entre un avocat et l'accusé qu'il défend. Donc on vient témoigner de quelque chose qui a besoin d'images et qui va rester comme un document de ce procès-là, en tout cas. C'est ta première expérience en tant que dessinatrice judiciaire, même si tu n'as pas été envoyée là-bas pour ça au début. Et par rapport à l'idée, peut-être que tu t'en étais fait, qu'est-ce qui t'a surpris que ce soit au niveau du procès ou au niveau de toi, ton processus créatif, ta manière de dessiner ou même le rendu des dessins? Alors c'est vrai que le dessin a beaucoup évolué entre le début où j'étais très intimidée par l'ensemble du protocole. On est vraiment juste en face des accusés lorsqu'ils viennent déposer à la barre. Il y a une proximité en fait de toutes les parties impliquées parce que la salle d'audience de la cour d'Avignon est assez petite. Mais il y a une chose qui m'a marquée très fort et qui a été importante pour moi ensuite dans le projet, c'est la fréquence de cette question par la cour ou les avocats et la réponse quasiment toujours identique des accusés qui était est-ce que vous avez cherché à regarder le visage de Madame Pellicot et à cette question, la majorité répondait non, c'est vrai que j'ai pas cherché ou j'ai pas fait attention ou non, en fait, j'ai découvert son visage la première fois ici, dans la cour du tribunal d'Avignon. Et donc la récurrence de ces réponses et le fait précisément que entrer en relation avec un autre être humain, ça passe par l'échange du regard, ça passe par le visage, ça passe par cette altérité en fait Et puis ce que j'étais venue faire finalement ici, c'était des portraits. Et c'était des portraits de ces accusés que je pouvais voir, regarder dans les yeux. Et j'étais vraiment face à eux. Quand on est dessinateur, dessinatrice d'audience, on peut se placer à plein de points de vue différents. Mais la majorité du temps, c'est vrai qu'on fait des portraits. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de portraits. Et ce qui me semblait extrêmement intéressant, c'était de venir
échanger des regards avec ces mises en cause. Il y a forcément une rencontre qui se passe au moment où on croque quelqu'un, où on le dessine. Il y a un embryon de relation, je ne sais pas comment vous expliquer. Eux, quand vous les regardez, ils savent que vous êtes en train de les dessiner? Oui, alors c'est ce qui a été un petit peu difficile au début, c'est-à-dire d'affronter ce regard, c'est-à-dire d'affronter le regard des accusés, et où manifestement ça les met mal à l'aise, où ils ne peuvent pas ne pas manifester parfois leur désaccord entre guillemets. Alors après il y a toutes sortes de stratégies d'évitement de leur part. Mais bon, une fois qu'ils sont à la barre, et puis ils savent qu'on est là pour dessiner, voilà, ils baissent les armes et de toute façon, ils ont autre chose à faire. Mais oui, ces dessins de visage, échanger des regards et pouvoir faire ces portraits, ça a été un enjeu fort pour moi en tout cas. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que pour, par exemple, le même accusé, j'ai constaté, alors c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, j'ai constaté qu'il y avait une évolution déjà, eux, pendant le procès. C'est-à-dire que physiquement, du point de vue de leur attitude, du point de vue de leur présence, ils avaient une certaine présence au début des semaines, et puis au fur et à mesure, ils se transformaient physiquement, on sentait le poids qui les affectait de plus en plus. Et je peux en voir l'évolution dans mes dessins. C'est aussi des périodes de dessin pendant le procès, des périodes où par exemple j'étais plus sur du crayon gris, sur du croquis très rapide, d'autres où j'étais beaucoup plus sur quelque chose en couleur ou un crayonné différent. Donc c'est un ensemble de choses. Finalement, quelque part c'est un peu comme si chaque jour on devait essayer de recueillir quelque chose. Je voulais savoir, est-ce que tu avais eu un contre-coup après le procès? Est-ce que ça a eu des impacts peut-être psychologiques? Oui, il y a eu quand même un contre-coup après. Et de toute façon, pendant, c'était quand même rude. On en parlait beaucoup avec d'autres personnes qui vivaient à peu près la même expérience, notamment les journalistes qui étaient là quasiment constamment en fait. On se retrouvait le soir, à midi, et ces moments d'échange ensemble étaient vraiment bénéfiques, nous permettaient de mettre à distance, de se poser des questions ensemble, de partager nos ressentis, de partager aussi ce qui nous bouleversait, ce qui pouvait effectivement être pesant. Et ça, c'était déjà pendant le procès extrêmement bénéfique parce qu'on sentait le poids quand même d'une fatigue, mais même psychiquement, c'était... moi, j'ai fait des rêves, j'ai fait des cauchemars directement liés au procès que je notais parce que ça faisait presque partie du processus d'intégration progressivement, etc. Pour la majorité d'entre nous, on n'était pas chez nous, on était parfois loin de nos familles, on était aussi dans une circonstance, on va dire, assez de vie, assez exceptionnelle. Il fallait tenir sur le long terme. C'est vrai que quand on commence l'audience à 9h, en général, on arrive à 8h parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et puis que c'est long, il faut faire la queue. On sort en fin de journée, parfois l'audience peut durer très tard, comme elle peut s'arrêter en milieu de journée. Donc c'est des journées très très intenses. Il se passe toujours, même à la moindre journée où on se dit bon là a priori il va rien se passer de fou. En fait à chaque fois émotionnellement c'est toujours bouleversant parce qu'il y a c'est des tragédies humaines, c'est des vies qui sont exposées, c'est des débats qui sont difficiles à entendre parfois. Donc tous les moments finalement ont été éprouvants à leur manière. Même la partie le moment du procès consacré à la plaidoirie des avocats de la défense en particulier, où on pouvait se dire bon là ça va être un petit peu moins pénible. Et finalement c'était le discours des avocats qui finalement était parfois extrêmement difficile à entendre ou aussi très bouleversant par rapport aux questions que ça soulevait. Alors,
Il y a quelque chose d'assez évident, comme c'est un procès pour viol et pour violence sexuelle, mais qui fait référence aussi à beaucoup de problématiques liées à l'inceste, liées aux violences intrafamiliales, en fait c'est beaucoup de types de violences qui sont rassemblés dans ce procès, qui peuvent faire écho aussi à des vécus personnels, qui peuvent faire écho à toutes sortes de choses. Je pense qu'on en a ri aussi avec un certain nombre d'entre nous sur par exemple le fait que notre libido était absolument à plat et que ça c'est quelque chose de vachement marquant, surtout quand c'est des affaires comme ça. Le fait effectivement qu'on se pose des questions en se demandant si est-ce que c'est normal que j'éprouve de l'empathie pour certains accusés parce que je viens de les écouter, parce que je viens de voir aussi ce qui humainement les met dans une forme de détresse. Par rapport à Gisèle Pelicot, c'est une empathie aussi permanente, on sent en fait la lourdeur à chaque fois, à chaque jour. Et puis après coup, le fait que tout ça s'arrête, qu'on s'approche de la fin du procès, ça a inquiété aussi beaucoup de gens, puisque tout d'un coup, brutalement, allait s'arrêter ce rythme en fait, toute cette intensité aussi qui nous permettait de tenir, parce que le fait de devoir encore justement rendre compte, témoigner, être là, c'était aussi une manière pour nous de tenir le coup, de tenir bon. On savait pourquoi on était là et il fallait aller jusqu'au bout. Et effectivement, je pense que les fêtes de Noël ont dû être assez étranges pour beaucoup. Et puis on s'est retrouvés avec certains au mois de janvier, un petit peu en gueule de bois, entre guillemets, chacun devant continuer ses nouveaux projets. Et oui, je pense que ça met... Il y a un temps de digestion qui a différentes périodes, différents types de longueurs. Mais oui, le fait d'avoir vu les vidéos, évidemment, d'entendre, d'être présent, d'être traversé par toutes ces émotions et par toutes ces situations, oui, je pense que c'est un vrai bouleversement, Pour revenir sur tes dessins, est-ce que déjà t'en es fière, t'en es contente? Et comment est-ce que tu vas les incorporer du coup dans ton projet? Alors, les dessins, oui, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience-là. En fait, c'était un peu nécessaire, une fois, voilà, c'était un peu essentiel. Je suis heureuse d'avoir des retours qui perçoivent en fait une forme de effectivement de quelque chose qui a fonctionné, dans le sens où certains nous racontent quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, donc par une attitude, par quelque chose comme ça. Moi, c'était ce que je recherchais aussi, de dire l'humanité de ces gens, d'essayer de transmettre quelque chose, de la vulnérabilité aussi à chaque fois de chacun. Et ce que je suis en train d'en faire, c'est un livre alors ce ne sera pas une bande dessinée, ce sera un livre qui va montrer mes dessins dans leur évolution aussi, accompagné à la fois du verbatim de l'audience, ce que moi j'ai pu relever, noter, recouper parfois avec d'autres sources présentes à l'audience, et en même temps j'aimerais essayer de raconter comment, à cette place-là de dessinatrice, avec ces outils-là, comment est-ce que j'ai traversé cette histoire. Et oui, il y aura quelques grands questionnements, comme je l'ai dit là, tu vois, sur les violences qui sont un continuum entre les violences dans l'enfance, jusqu'à la question du viol, jusqu'au rapport homme-femme. C'est vraiment un continuum de violence, une palette comme ça de
de maltraitance et de problèmes sociaux finalement qui ont conduit aussi à ce qu'une telle affaire voit le jour. Évidemment, c'est un arbre probablement qui cache la forêt. Et puis aussi se saisir de ce que Gisèle Pelicot a rendu possible, c'est-à-dire justement en ouvrant ces portes, faire en sorte qu'on puisse travailler au niveau de la santé mentale, travailler au niveau de l'éducation, travailler au niveau des prises de conscience des violences de genre et autres, etc., pour en faire quelque chose, pour que ça puisse se transformer et qu'il puisse y avoir alors un après quelque part.